Saluer tous et à saluer Patrick Vivray. Il est difficile de présenter en quelques mots Patrick Vivray, tant ses centres d'intérêt et ses actions sont très diverses. Il est philosophe, ancien conseiller à la Cour des comptes, auteur de nombreux ouvrages. J'ai eu l'occasion de croiser Patrick Vivray à la fin des années 80, lors de la mise en place du RMI, lorsqu'il s'est agi d'évaluer cette toute nouvelle politique publique. Si évaluer les politiques publiques peut sembler banal aujourd'hui, c'était loin d'être le cas à l'époque, et Patrick Vivray a puissamment contribué à développer en France cette dimension de l'action publique. Il l'a fait en veillant à ce que l'évaluation soit un outil démocratique, intégrant le point de vue des personnes concernées dans leur quotidien par les actions de la politique évaluée, et à ce que l'évaluation ne se réduise pas à une simple logique binaire coût-avantage. Et il existe aussi un lien avec l'évaluation de la richesse, une autre approche de la valeur. Depuis, le souci de l'humain, la prise en compte de la société civile n'ont plus quitté la réflexion de Patrick Vivray. Alors que Paris s'apprête à recevoir la COP21, existe-t-il une société civile mondiale? La mondialisation va-t-elle créer un citoyen monde, écologiquement mais aussi politiquement responsable, capable de lutter contre la dilapidation des richesses naturelles, les atteintes à la biodiversité sous toutes ses formes, y compris les plus modernes comme celles que nous laisse entrevoir la conjonction de la révolution informationnelle et celle du vivant, afin de promouvoir ce que le réseau international des dialogues en humanité qu'il a fondé appelle la pleine humanité comme alternative à la post-humanité. C'est ces interrogations passionnantes mais parfois vertigineuses que je vous laisse aborder maintenant. Mais avant, je voudrais vous dire que la salle a la possibilité de poser des questions par les petits papiers qui vous seront distribués. À vous, Monsieur Vivray. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la première table ronde. Et je pourrais presque dire que, dans un premier temps, l'émergence de ce qui n'est pas simplement la société civile mondiale, mais ce qu'on pourrait appeler la société civique mondiale, s'est construite sur une résistance à l'état gazeux dont Pascal Lamy vient de nous parler. Parce que cet état gazeux, c'est l'état d'une domination, d'une oligarchie financière qui se traduit par le fait que les éléments de solidité et de solidarité se trouvent décomposés à partir du moment où la définition de la valeur, vous venez de rappeler le travail que j'avais fait à la demande de Michel Rocard sur l'évaluation des politiques publiques, et 10 ans après, le rapport que j'ai fait, Reconsidérer la richesse, était lui aussi sur la question de la valeur, mais la valeur sur le plan économique. Eh bien, d'une certaine façon, ce qui définit l'état gazeux des marchés financiers, c'est une définition parfaitement réductrice de la valeur qui, au lieu d'entendre le terme valeur dans son sens fort latin de force de vie, le réduit à son expression monétaire. C'est le value for money. Et donc, évidemment, quand seules des activités humaines qui s'expriment sur le plan monétaire ont le droit d'être considérées comme valeur, toutes les autres activités, aussi utiles, bénéfiques, voire vitales soient-elles, à commencer par donner la vie, sont sans valeur du point de vue économique. Quand cette organisation qui a l'avantage d'être globale, mondiale, du fait de la globalisation des marchés financiers, se traduit par ailleurs par une démesure spéculative que la plupart de ces acteurs dénoncent eux-mêmes, même des acteurs comme George Soros, qui considèrent par exemple que les produits dérivés, je reprends son expression, sont des armes de destruction massive. Mais les produits dérivés, Michel Rocard l'a rappelé encore récemment, en s'appuyant sur la Banque des règlements internationaux,
Aujourd'hui, c'est entre 700 000 et 800 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 fois plus que la richesse mondiale. Ça s'appelle la démesure de l'économie spéculative. Quand, pour reprendre des chiffres donnés par un ancien responsable d'une banque centrale, en l'occurrence Bernard Liétard, qui a été pendant longtemps un des responsables de la Banque centrale de Belgique, quand les flux financiers quotidiens correspondent pour l'essentiel, pour 98%, à des flux spéculatifs et que les biens et services ne représentent que 2%, ça n'est plus simplement un état gazeux, c'est ce qu'on peut appeler un état de gazage. C'est-à-dire que les effets destructeurs sur les liens sociaux, les liens culturels, les liens spirituels des sociétés deviennent extrêmement destructeurs, et y compris sur le plan écologique. On l'a rappelé, l'un des enjeux de la COP21, c'est la question du financement. Jean Merkert, qui animait la précédente table ronde, rappelait que lors du sommet de Copenhague, une promesse a été faite qui est d'aider les pays les plus pauvres à assurer leur transition écologique et technologique par un fonds annuel de 100 milliards de dollars. On arrive tout juste à en trouver à peine 20 milliards. Et à côté de ça, au cœur de l'état gazeux financier, vous avez la question de l'évasion fiscale, la question des paradis fiscaux. Pascal Lamy a évoqué la forme euphémisée du débat sur les paradis fiscaux en parlant d'optimisation fiscale excessive. Eh bien, les paradis fiscaux, c'est selon Tax Justice Network, au bas mot, 20 000 milliards de dollars. L'ancien chef économiste de McKinsey, qui n'est pas spécialement un alternatif, évaluait les transactions dans les paradis fiscaux entre 22 000 et 32 000 milliards de dollars. Donc vous voyez bien que ces enjeux-là sont colossaux et d'une certaine façon, l'émergence d'une société civile puis civique mondiale s'est faite sur le thème « on ne peut pas continuer dans cette direction ». Et à la différence de ce que disait Jean-Michel Severino, avec lesquels ça serait intéressant de construire un débat, le oui à la citoyenneté mondiale, qui est une des caractéristiques de cette société civile mondiale et qui fait qu'il y a effectivement un accord de cette société civile pour être dans la pleine ouverture et dans la pleine mobilité, ne peut pas s'identifier à la forme actuelle des marchés financiers, précisément parce que 98% de ces marchés financiers sont du côté du veau d'or, sont du côté de l'économie spéculative, sont du côté de l'argent passant du statut de simple moyen au niveau de finalité. Et donc, quand en 1999, la société civile qui avait commencé depuis le sommet de Rio et les forums organisés autour des Nations Unies à construire de plus en plus une parole, mais une parole qui était sur des grands sujets sectoriels. À Rio, c'était évidemment, à Rio 92, c'était les enjeux écologiques. À Copenhague, c'était le sommet social. À Pékin, c'était la question du droit des femmes. À Istanbul, c'était les questions autour de l'habitat. Et puis, au fur et à mesure de cette rencontre où les différents acteurs de cette société civile se rendaient compte que derrière les aspects thématiques, écologiques, sociaux, sanitaires, etc., il y avait un enjeu global qui était un enjeu mondial. Ils ont effectivement commencé à se constituer non plus simplement en société civile, mais en société civique, pour reprendre un terme que nous utilisons beaucoup dans le pacte civique avec Jean-Baptiste Foucault et Jean-Claude Devèze. Et une société civique, c'est une société qui effectivement accepte de traiter pleinement
la question politique au sens de la cité mondiale, de ne pas être simplement sur des aspects sectoriels, de s'attaquer aux causes des problèmes et pas simplement aux effets, mais simplement avec un rapport au pouvoir qui est fondamentalement différent. Un rapport au pouvoir qui est construit sur l'idée que le pouvoir, normalement, c'est un pouvoir de création au service de la coopération. Et d'ailleurs, le verbe pouvoir est un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Et qu'à partir du moment où on en fait un substantif, où ça devient un pouvoir de domination, au lieu de générer de la coopération, il génère de la peur des dominants face aux dominés et la peur des dominants entre eux, parce que ce pouvoir qu'ils ont eu tant de mal à conquérir, ils ont peur de se le faire prendre. Et donc cette société civique, dans le même temps où elle accepte pleinement l'enjeu du politique, et elle pose même la question de la citoyenneté terrienne comme un objectif pour le siècle qui vient et pas simplement comme une utopie lointaine, elle dit en même temps on ne peut pas continuer avec des formes politiques qui sont dans la captation. Et avoir une captation de pouvoir qui est le symétrique d'une captation de richesse qui est celle du capitalisme financier ne permet pas de traiter la grande question mondiale qui est celle des biens communs. Et c'est pour ça que ça n'est pas par hasard si un des moments clés de la constitution de cette société civique mondiale, ça a été, Pascal Lamy s'en souvient certainement, la grande conférence de l'OMC à Seattle. Non pas qu'il y ait une opposition de cette société civique mondiale au principe d'une organisation mondiale du commerce, mais à condition que ce commerce soit ce que Montesquieu appelait le doux commerce, l'alternative aux logiques de guerre, ce qu'on appellerait aujourd'hui le commerce équitable. Si OMC, au lieu de vouloir dire Organisation mondiale du commerce équitable, veut dire organisation des entreprises multinationales au service du capitalisme, eh bien, on a évidemment un rapport complètement différent. Et le débat qui s'est organisé à cette occasion-là a permis en même temps à ce mouvement qui avait commencé à s'unifier, mais à s'unifier dans une forme de résistance créatrice, de passer à une étape positive qui a été l'étape des forums sociaux mondiaux, avec notamment, au début du siècle actuel, le premier forum social mondial de Porto Alegre, dont je rappelle d'ailleurs, ça n'est pas sans intérêt, qu'il s'est tenu dans les salles de l'Assemblée pontificale, que ce forum extrêmement alternatif à bien des égards se tienne dans ce lieu est peut-être un signe qui était annonciateur des propos extrêmement radicaux du pape François actuellement. Donc, premier élément, il y a bien cette émergence d'une société civique mondiale qui est du même coup passée de la critique de la mondialisation comme simple globalisation financière, de la critique de cet État gazeux à une alter-mondialisation, c'est-à-dire la pleine acceptation du terrain de la mondialité, ce que Édouard Glissant appelle la mondialité, mais le refus de confondre la mondialité avec la globalisation financière. Parce que la plupart du temps, les marchés financiers se moquent éperdument des grandes questions mondiales, des grandes questions écologiques, des grandes questions sociales, des grandes questions démocratiques, et construire les éléments d'une véritable mondialité, c'est effectivement dire non, la mondialité ne se résume pas à la forme actuelle de la globalisation financière. Du même coup, et j'entre dans la deuxième partie de mon intervention, cette société civique mondiale, pour construire un projet positif, elle est amenée effectivement à poser le problème, qui est en écho avec la dernière encyclique du pape François, qui est la question de la conversion.
Pourquoi la conversion? Parce qu'il n'y a de possibilité d'aller vers la pleine prise en compte des biens communs de l'humanité. Pascal Lamy évoquait par exemple la question des océans. Vous avez deux biens communs majeurs de l'humanité, ce sont les océans et c'est l'atmosphère. Évidemment, ni les États, ni les entreprises multinationales ne sont équipés pour traiter la question des biens communs de l'humanité. Donc il y a une nécessaire conversion dans la façon même de poser la question de la gouvernance interhumaine. Et cette conversion, elle est bien illustrée par ce qu'on peut appeler le changement de posture d'anciens pilotes de chasse devenus astronautes. La figure du pilote de chasse, c'est par excellence la figure de la géopolitique de rivalité, la figure de la géopolitique de la guerre. Quand des pilotes de chasse sont devenus astronautes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu la Terre vue de l'espace. Et là, changement radical de perspective. Quand on voit la Terre vue d'un espace plat et limité, ce qui se passe naturellement, et c'est comme ça que s'est construit le politique, c'est que l'on pense la question de la protection ou de la conquête par rapport à d'autres espaces limités. Et la question première qui vient, c'est celle de la rivalité. Et c'est la raison pour laquelle les cités, les États, les empires se sont construits autour de la question comment civiliser et pacifier des espaces face à la menace que faisaient peser ceux que l'on appelait les barbares. Quand vous voyez la Terre vue du ciel, changement total de perspective. Le premier élément qui apparaît, et on le voit dans tous les témoignages d'astronautes, c'est d'abord le sentiment de l'émerveillement et de la beauté. Ça, ce n'est pas spécialement quelque chose qu'on trouve dans les grands ouvrages de géopolitique ou dans les thèses de Machiavel, de Clausewitz ou de Carl Schmitt. Le sentiment d'émerveillement et la question de la beauté. Ce qui démarre l'encyclique, d'ailleurs. Capacité à louer dans cet émerveillement. Le deuxième élément qui apparaît, c'est la singularité. Cette petite planète bleue qui est tout à fait exceptionnelle. Le troisième élément, c'est le sentiment de fragilité, de dire cette planète est une planète miracle. Est-ce que l'espèce dominante sur cette planète, un, va la préserver et deux, va se préserver elle-même? Donc la question de la fragilité en rapport avec la question de l'émerveillement et la question de la singularité devient le socle même sur lequel construire une conversion nécessaire pour penser la nouvelle approche du politique. On ne peut pas penser ce que Edgar Morin appelle une politique de l'humanité à partir de la simple projection d'États qui sont organisés autour d'une vision spatiale limitée et de la protection ou de la conquête de cette vision spatiale limitée. Et ça, c'est poser une question qui est tout à fait fondamentale, qui est la question de l'émergence du peuple de la Terre. Bien sûr, il y a une multitude de peuples, comme il y a une multiplicité de cultures, mais il y a un seul peuple de la Terre sur une seule Terre, et comme le disent souvent les mouvements écologistes, nous n'avons pas de planète B à notre disposition. Donc, changement de perspective du point de vue du logiciel politique, changement de perspective évidemment du point de vue du logiciel économique. On ne peut pas continuer avec une économie qui réduit la valeur au value for money. Il faut réencastrer l'oikos nomos dans l'oikos logos, comme souvent les termes nous aident. Normalement, la théorie de la grande maison terrienne, l'écologie, devrait être première par rapport à la gestion de nos petites maisons, puisque l'économie, à l'origine, c'est la gestion de la maison chez les Grecs. Donc, conversion dans l'approche politique, conversion dans l'approche économique, conversion dans l'approche juridique, parce qu'on comprend bien que la naissance
d'un droit mondial dont nous avons impérativement besoin et qui ne peut pas se limiter, par exemple, au droit du commerce et aux aspects juridiques de l'Organisation mondiale du commerce, ce droit mondial, il doit se fonder sur la Déclaration universelle des droits humains et non pas sur l'autre texte qui est la Charte des Nations unies, qui commence par nous les peuples, mais qui en réalité est beaucoup plus nous les États et ce qu'on peut appeler le droit des États à disposer de leur peuple. Donc conversion politique, conversion juridique, conversion économique, on pourrait ajouter aussi conversion du religieux lui-même. Parce que le religieux lui-même, il a été très fortement marqué par cette vision spatiale et limitée de la représentation du divin. C'est le rapport entre peuple élu et terre promise. Et ça, on ne le voit pas seulement dans la tradition juive. Comment sortir de cette représentation restreinte qui fait qu'à ce moment-là, les infidèles sont l'équivalent des barbares et comprendre que c'est l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du peuple de la terre qui est appelé à la question du salut et de sa pleine réalisation, voilà l'autre enjeu de la conversion. Et puisqu'il me reste que quelques minutes, je vérifie, je dirais, et là aussi je fais écho à ce que disait récemment le pape François, que cette conversion a un rapport direct avec la question de la joie. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de toutes les grandes fractures écologiques, sociales, sanitaires, financières que nous vivons, il y a ce couple qui est formé par la démesure et le mal-être. C'est Pascal Lamy qui rappelait encore tout à l'heure que les dépenses annuelles d'armement représentent au moins 10 fois les sommes qui permettraient la satisfaction des besoins vitaux de l'humanité. Les dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie, chiffre du rapport mondial des Nations Unies, représentent aussi 10 fois ces sommes. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'une économie mondiale du mal-être et de la maltraitance. Et que le rapport que nous connaissons bien chez les individus entre la démesure et le mal-être, si une personne est boulimique, toxicomane, nous savons bien que c'est un indicateur de mal-être, nous pouvons de la même façon dire que c'est la grande question sociétale du devenir de ce peuple de la Terre. Et à ce moment-là, on comprend bien que l'alternative au couple des mesures mal-être, c'est, comme le disait quelqu'un comme Pierre Rabhi, une alternative de type sobriété face à la démesure, mais sobriété heureuse, ce que le Forum social mondial de Belém en 2009 a appelé la transition vers des sociétés du bien vivre, du buen vivir. Parce que si l'on se contente simplement de traiter la question de la démesure, qui est nécessaire, la démesure des marchés financiers, la démesure du creusement des inégalités sociales. Rappelez-vous ce chiffre terrible donné par Oxfam, la fortune de 67 personnes égale au revenu de 3,5 milliards d'êtres humains. Donc toutes ces démesures, évidemment, il nous faut construire des régulations alternatives. Mais si on traite la question de la démesure sans traiter la cause de la démesure, qui est le mal-être, le mal de vivre, la maltraitance, c'est comme de proposer une cure de sevrage à un toxicomane. S'il n'a pas une espérance de mieux-être, il préférera encore rester avec son addiction. Du même coup, je termine, du même coup, la question de l'énergie créatrice par excellence, qui est celle du bien-vivre, qui est celle de la création de valeur au sens premier du terme, c'est-à-dire la création de force de vie, qui est celle de l'évaluation entendue au sens de délibération sur la valeur, au sens de qu'est-ce qui donne force de vie. Et par rapport aux deux forces de vie que nous connaissons, que sont les forces de vie naturelles et les forces de vie humaines, l'ensemble de ces éléments-là construit effectivement cette perspective passionnante qui permet de dire oui, il est possible de construire une société civique mondiale qui est au service de la formation de ce peuple de la Terre, qui place la question du buen vivir comme alternative à la démesure et au mal-être. Et comme je vous rappelle que l'équivalent latin de valor, c'est l'éros, je dis oui à une stratégie érotique mondiale.